Bonjour à tous, je m'appelle Karima, je suis coordinatrice du laboratoire de cyberjustice et je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous pour cette conférence qui porte sur la régulation mondiale pour l'économie des données. On va parler de commerce électronique dans les nouveaux accords commerciaux internationaux avec Cédric Leterme, qui est docteur en sciences politiques et sociales, chargé d'études au Centre tricontinental de CETRI et au groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Donc, en ce moment, nous sommes en direct avec lui et il est en Belgique et nous à Montréal. Donc, je vous remercie à tous d'être présents. Quelques informations. Monsieur Le Terme va nous présenter pendant une quinzaine de minutes, jusqu'à 20 minutes, sa présentation. Ensuite, nous pourrons passer à la conversation. N'hésitez pas à poser dès maintenant les questions dans le box Q&A. Nous nous assurerons à la fin d'avoir répondu à toutes ces questions. Enfin, pour ceux qui désirent une attestation de participation, je vous enverrai avant la fin de la conférence le mot-clé que vous devez remplir pour votre formulaire pour obtenir cette attestation. Voilà, Cédric, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Karima. Merci en tout cas à nouveau pour l'invitation aujourd'hui pour venir vous parler effectivement du commerce électronique. Merci à toutes et à toutes qui sont présentes, même si je ne vois pas encore très bien qui est là. Je vais d'abord vous partager mon écran avant toute chose. Est-ce que j'ai quelques petites slides pour vous? Voilà. Et on va lancer ceci. Voilà. Donc, effectivement, on va parler de commerce électronique, mais vous allez vite voir que c'est une appellation qui est finalement assez trompeuse, puisque ce dont on parle sous cette appellation-là, qui paraît assez technique et assez ciblée, va beaucoup plus loin en fait, que la seule question du commerce électronique. Et donc, ce qui se cache derrière ces clauses-là, qui sont en train d'être discutées dans une série croissante d'accords internationaux commerciaux, ça concerne en fait la régulation de l'économie numérique au sens large, qui est une économie qui prend de plus en plus de place dans l'économie et dans la société. Donc, on parle vraiment d'un enjeu fondamental qui est très, très important, mais qui reste assez méconnu, et notamment parce que voilà, ça a tendance à être conçu comme quelque chose d'assez technique et d'assez ciblé. L'idée ici, c'est de vous resituer un peu l'origine de ces nouvelles clauses défendues par certains acteurs et certains États dans ces nouveaux accords commerciaux internationaux, de montrer comment cette offensive-là pour des nouvelles clauses en matière de commerce électronique s'est déplacée plus récemment au sein de l'Organisation mondiale du commerce, expliquer un peu quels sont les enjeux, quelles sont les positions en présence et où est-ce qu'on en est maintenant dans ces discussions-là. Voilà. Donc, effectivement, s'il y a des questions, alors moi, je ne vous vois pas en fait, mais donc si vous voulez aussi m'interrompre parce qu'il y a quelque chose que vous avez mal compris ou quoi, n'hésitez pas. Mais sinon, oui, je pense que vous pouvez déjà poser vos questions par écrit. Il y aura un moment après, de toute façon, pour y revenir. Voilà, alors pour commencer, pour vous situer un peu l'origine de ces nouvelles discussions et de cette nouvelle bataille qui a lieu au niveau de la scène internationale sur cette question du commerce électronique, le contexte, c'est cette numérisation croissante de l'économie à laquelle on assiste depuis une dizaine d'années. Alors, cette numérisation, elle avait lieu avant, hein, mais les ordinateurs ne datent pas d'il y a 10 ans. Mais depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un phénomène d'accélération de cette numérisation croissante de l'économie qui se marque en particulier par deux éléments importants qui sont liés. C'est d'une part le rôle de plus en plus important que jouent les fameuses données numériques dans le fonctionnement de l'économie. Donc, je vous ai mis ici un exemple d'une une du journal économique, The Economist, qui date de 2017, dans lequel ils expliquaient, ils faisaient cette analyse que les données sont le nouvel or noir, sont le nouveau pétrole du 21e siècle. Et donc, qui maîtrise, récolte et parvient à exploiter un maximum de données, finalement, domine l'économie d'aujourd'hui et encore plus l'économie de demain, à l'image de ce que les entreprises pétrolières ont pu faire, les plateformes pétrolières pouvaient faire dans l'économie d'avant. Voilà. Donc, cette importance croissante des données, elle s'accompagne de l'importance croissante des entreprises qui, je viens de le dire, parviennent à en exploiter, à en récolter un maximum de quantités de plus en plus massives. Donc, ce sont les fameuses plateformes numériques. Et quand on voit, c'est le petit graphique ici à côté, qui date de 2019, mais on est à peu près dans les mêmes classements aujourd'hui. Quand on voit l'évolution du classement des 10 plus grosses entreprises du monde en termes de valorisation boursière, on se rend compte que sur une dizaine d'années, les géants pétroliers, les géants de l'énergie ont été remplacés par les géants du numérique. Donc, ça montre bien que, quelque part, ces entreprises qui contrôlent ce qui est présenté comme cette nouvelle ressource fondamentale de l'économie d'aujourd'hui et de l'économie de demain, contrôlent l'économie de manière générale. Et donc, vous voyez que sur les 10 plus grosses entreprises en termes de valorisation boursière en 2019, il y en a environ 7 ou 8 qui sont des plateformes numériques, essentiellement des plateformes américaines,
même si de plus en plus, des grosses plateformes chinoises font aussi leur entrée dans ce top 10. Donc ça, c'est le contexte, numérisation croissante de l'économie, importance croissante de l'économie des données et domination économique croissante de ces fameuses plateformes, de ces fameux géants du numérique dont on parle de plus en plus. Alors, dans ce contexte-là, ces fameuses plateformes numériques, ce qu'on va appeler les big tech ou les géants du numérique ou les GAFA pour l'acronyme qui résume les plus grosses d'entre elles, elles vont chercher en fait assez rapidement à verrouiller leurs avantages qu'elles ont réussi à développer en arrivant les premiers sur un marché qui était relativement peu régulé. Alors, les plus grosses d'entre elles sont américaines, et donc ces plateformes numériques aux États-Unis, dans un premier temps, donc on est au début des années 2010, fin de la décennie 2000, début des années 2010, elles ne vont pas tellement chercher à se focaliser sur l'environnement réglementaire interne, même si c'est une préoccupation qui est évidemment importante pour elles, mais ce qui les inquiète surtout, c'est de cibler la politique commerciale des États-Unis pour essayer d'obtenir des règles contraignantes à l'échelle internationale. Parce que ce qui les effraie un petit peu à partir de ce moment-là, c'est de voir que dans certains États, et en particulier des États en développement, à commencer par la Chine, les pays mettent en place des politiques protectionnistes pour essayer de protéger leur marché contre ces géants américains du numérique et surtout de développer leur propre industrie et leurs propres géants numériques nationaux. Et donc la Chine a très bien réussi à le faire pour toute une série de raisons, en particulier parce qu'elle a un marché énorme intérieur, assez homogène en termes de langue, etc. Mais donc, grâce à toute une série de mesures protectionnistes, elle a réussi à développer des rivaux sérieux pour les plateformes numériques américaines. Et donc, en voyant ça et en voyant aussi se multiplier toute une série de politiques similaires dans d'autres États, en voyant aussi des États chercher à commencer à réguler un petit peu leur pouvoir croissant, ces entreprises vont essayer de faire pression sur l'administration américaine pour qu'elle défende à l'international des règles qui vont leur permettre de continuer d'opérer de manière relativement peu contrainte. Donc, ce qu'elles vont essayer d'obtenir, c'est des règles contraignantes à l'échelle internationale pour ne pas être contraintes elles-mêmes dans leurs activités à l'échelle internationale, en particulier dans les marchés dits émergents. Et donc, pour faire ce qu'elles vont mettre en avant, ce sont toute une série de revendications clés qu'elles vont essayer de faire inscrire dans des nouveaux accords commerciaux internationaux. Donc, je vous en donne quelques exemples ici parce que ce sont les plus fondamentaux pour elles. C'est par exemple essayer d'obtenir l'inscription dans ces accords du principe de la libre circulation des données à travers les frontières. Faire en sorte que les États soient empêchés de contraindre la circulation de données à travers les frontières et donc permettre à ces entreprises de faire bouger leurs données à travers le monde et donc de pouvoir opérer sans trop de contraintes à l'échelle de la planète. Et c'est d'obtenir aussi l'interdiction pour les États d'obliger ces entreprises à stocker les données là où elles les exploitent et à traiter les données là où elles sont générées. Ça aussi, c'est très important pour elles de pouvoir stocker les données où elles le souhaitent et de les traiter où elles le souhaitent. Elles essayent aussi d'obtenir la protection des algorithmes et des codes sources dans ces nouvelles clauses. Donc, elles essayent d'empêcher que les États puissent forcer une entreprise numérique à révéler ces codes sources. On pourra y revenir, c'est quelque chose de très important. Elles cherchent aussi à obtenir l'absence de droits de douane sur les transactions électroniques. Enfin, vous voyez un petit peu l'esprit du type de mesures qu'elles essayent d'obtenir. Et alors, grâce à un lobbying intense à partir de ces années 2010, il faut savoir que dans cette période-là, les entreprises numériques et les lobbies qui réunissent les plus grosses entreprises du numérique deviennent parmi les principaux postes, enfin les plus gros dépenseurs en termes de lobbying aux États-Unis. Donc, ça devient vraiment une industrie qui investit beaucoup dans du lobbying politique. Et donc, grâce à ce lobbying-là, grâce aussi à des relais politiques assez importants au sein de l'administration américaine, elles vont parvenir à ce que les États-Unis reprennent ces positions, les défendent dans ce qui va être appelé des nouveaux accords, des accords de nouvelle génération, et en particulier dans des accords régionaux, des grands accords méga-régionaux. Et la plus grosse victoire dans cette optique-là, ça va être la conclusion du fameux partenariat transpacifique en 2016, qui a été voulu par Barack Obama pour essayer de contrer l'influence croissante de la Chine. Alors, Trump va se retirer de cet accord-là, mais il va quand même être conclu fin 2016 avant que Trump arrive. Et le chapitre sur le commerce électronique est vraiment présenté à l'époque par l'industrie du numérique et par les autorités américaines comme étant le plus ambitieux en la matière, comme étant vraiment ceux qu'ils veulent maintenant généraliser à l'échelle de la planète. Et donc, la petite image que vous avez ici, ce sont 24, donc 2 x 12, les Digital 2000, donc les 2 douzaines numériques. Ce sont 24 principes qui ont été formalisés dans cet accord-là et que les États-Unis, à partir de là, vont présenter comme étant leur position officielle dans le cadre de futures négociations commerciales en matière de commerce électronique. Et quand vous comparez les clauses qui étaient demandées depuis plusieurs années par l'industrie et les lobbies du numérique vis-à-vis de la politique commerciale américaine, vous vous rendez compte que ce sont quasiment exactement les mêmes.
Donc, c'est une transposition dans la politique officielle américaine en matière de commerce électronique des demandes de l'industrie du numérique. Et donc, ça va être un vrai accomplissement pour les partisans de ces mesures-là, le fait qu'elles aient été incluses dans un accord aussi important que le partenariat transpacifique, dont les États-Unis se sont retirés, mais tous les pays restants en ont conclu dans la foulée un nouveau, et le chapitre sur le commerce électronique est resté tel quel. Donc, en parallèle de ça, les États-Unis vont essayer de multiplier ce type de clauses dans différents grands accords, notamment l'accord qui était en négociation à l'époque avec l'Union européenne, le partenariat transatlantique. Donald Trump, après son arrivée à la présidence, va renégocier l'ALENA, donc ça va aboutir à l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Dans cet accord, il y a aussi un chapitre sur le commerce électronique qui reprend le même type de mesures. Donc, il va y avoir une vraie stratégie d'essayer de multiplier ce type de clauses dans des grands accords pour en faire la nouvelle norme internationale. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au tournant 2016-2017, cette volonté de multiplier ces clauses-là dans différents accords va commencer à patiner un peu, à battre un peu de l'aile. L'accord avec l'Union européenne, il est abandonné. L'accord États-Unis-Union européenne est abandonné. Il y avait un accord sur le commerce des services qui allait aussi assez loin dans son chapitre sur le commerce électronique, qui était négocié dans le cadre de l'OMC et qui a été abandonné aussi. Et donc, en 2017, il va y avoir un changement de stratégie de la part des partisans de ces mesures-là. Il va y avoir une volonté d'amener la question directement à l'OMC pour essayer d'obtenir directement en fait, des règles multilatérales, donc à l'échelle de la planète, des règles multilatérales contraignantes, plutôt que d'essayer de multiplier ces clauses dans différents accords. On va essayer d'obtenir directement un accord au sein de l'institution multilatérale par excellence, c'est-à-dire l'OMC. Alors, il faut savoir qu'à l'OMC, il existait en fait déjà ce qu'on appelle un programme de travail sur le commerce électronique qui a été créé en 1998, donc au tout début de l'économie numérique, en fait, au tout début d'Internet. Ce programme de travail, il avait une visée exploratoire. Donc, l'idée, c'était d'essayer de débroussailler un petit peu le terrain, de voir en quoi cette numérisation nouvelle de l'économie changeait un petit peu les règles du jeu, etc. Et qu'est-ce qu'il fallait en déduire en termes de régulation. Donc, son mandat était assez large et surtout, il était non contraignant. C'est un programme de travail qui avait une visée exploratoire. Ce programme de travail a toujours cours à l'heure actuelle, il n'a jamais été terminé, et donc on va y revenir, mais il y a toute une série de pays qui s'opposent au lancement de nouvelles négociations sur des règles contraignantes parce qu'ils disent qu'il faut d'abord terminer ce programme de travail exploratoire qui existe depuis 1998, mais qui n'a jamais été mené à son terme. Mais toujours est-il que malgré l'existence de ce programme de travail, il y a toute une série d'acteurs de premier plan, États-Unis, Union européenne, Japon, Australie, des pays comme ça, qui sont en faveur de ces nouvelles règles contraignantes en matière de commerce électronique, qui vont donc faire le forcing à la conférence ministérielle de l'OMC qui s'est réunie à Buenos Aires en décembre 2017. Ils vont essayer de faire le forcing pour que cette conférence acte officiellement le lancement de nouvelles négociations sur le commerce électronique. Alors, ça va faire l'objet d'un gros blocage, donc il ne va pas y avoir d'accord sur ce sujet à la fin de la conférence et sur toute une série d'autres sujets aussi, mais sur ce sujet-là, il n'y aura pas d'accord, et on va voir pourquoi juste après. Mais donc, à la fin de la conférence, il y a un groupe de 70 États, 70, pardon, j'ai oublié qu'on a une audience québécoise, donc il y a un groupe de 70 États qui vont annoncer qu'ils lancent malgré tout en parallèle une initiative conjointe, donc une proposition de négociation plurilatérale, non pas multilatérale, mais plurilatérale, donc qui englobe simplement les pays qui ont envie d'aller de l'avant dessus. Cette initiative va être confirmée un an plus tard à Davos en 2019. Donc là, officiellement, 76 États vont annoncer officiellement le lancement de négociations plurilatérales sur le commerce électronique, en affirmant le faire dans le cadre de l'OMC, mais on va voir que cette affirmation-là, juridiquement, est très, très contestable, et d'ailleurs, elle est contestée. Et donc, janvier 2019, 76 États annonce le lancement officiel de négociations plurilatérales sur le commerce électronique en marge du forum de Davos. Donc. Alors, du point de vue des États qui composent l'OMC, ces négociations elles vont générer l'apparition de trois camps. Alors, d'une part, on a les pays qui sont favorables à ces négociations, qui essayent de pousser pour qu'elles soient le plus ambitieuses possible, qu'elles couvrent un maximum d'aspects possibles qu'on pourrait réunir sous cette appellation de commerce électronique, et surtout qui sont dans une optique de promouvoir un commerce électronique et en fait plus largement une économie numérique très largement dérégulée. Donc ça, c'est le camp des pays essentiellement industrialisés avec les États-Unis, l'Union européenne, le Japon. Je pense que c'est le Japon, l'Australie et Singapour qui sont d'ailleurs les trois parrains officiels de l'initiative plurilatérale. En face de ça, on a les camps des pays qui sont opposés à ces négociations. Ce camp-là, il est emmené par l'Inde et par l'Afrique du Sud essentiellement,
mais il regroupe aussi la quasi-totalité des pays africains, même si depuis lors, il y en a un certain nombre qui ont rejoint, mais à l'heure actuelle, la très grosse partie de l'Afrique continue à s'opposer au principe même de ces négociations, notamment parce qu'ils disent qu'il faut d'abord terminer le problème de travail, notamment parce qu'ils mettent en avant le fait qu'il y a un cycle de négociation sur le développement à l'OMC qui est complètement à l'arrêt depuis 2003, qui n'a donc toujours pas été conclu. Donc, ils estiment qu'il est beaucoup trop tôt et que ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut fonctionner, qu'il faut d'abord conclure les cycles en cours avant d'en lancer des nouveaux, a fortiori aussi ambitieux et aussi sensibles. Donc, ça, c'est le deuxième camp. Et alors, entre les deux, on a un camp de pays qui sont favorables aux négociations, en tout cas qui se disent qu'ils ont le plus à gagner à les rejoindre qu'à ne pas les rejoindre. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas, c'est une autre question, mais ils estiment en tout cas, et généralement, ce sont des pays en développement qui ont un certain développement, une certaine industrie numérique, et donc ils considèrent qu'en termes d'accès au marché, etc., ils pourraient avoir à y gagner à une plus grande libéralisation du commerce numérique, du commerce électronique. Mais ils sont par contre, assez prudents sur le contenu. Ils ne sont pas tout à fait d'accord pour libéraliser à tout va et ils espèrent quand même protéger toute une série d'intérêts qui leur sont propres. Et donc, dans ce camp-là, on retrouve des pays comme la Thaïlande, comme le Bangladesh, comme le Nigeria, par exemple. Alors, j'ai mis la Chine aussi parce qu'elle se situe dans ce troisième camp, même si elle a une position assez particulière, puisqu'à l'heure actuelle, c'est quasiment le seul pays à être en mesure de faire jeu égal dans toute une série de domaines numériques avec les États-Unis. Donc, la Chine est un acteur vraiment à part entière dans ces négociations-là, mais elle se classe formellement elle se classerait plutôt dans ce camp-là. Alors, en parallèle de ça, on a aussi des mobilisations croissantes qui émergent dans la société civile internationale. En avril 2019, notamment, il y a une lettre ouverte qui va être publiée, qui va être adressée à l'OMC, signée par plus de 300 organisations internationales de toutes sortes, environnementales, de droits humains, syndicales, etc., qui vont dénoncer le principe de ces négociations sur la base de plusieurs arguments, en expliquant d'abord que les enjeux qui sont en négociation vont bien au-delà du commerce, que ce qui est en jeu ici dans ces négociations, c'est l'économie numérique, et donc c'est une des évolutions les plus importantes et les plus potentiellement impactantes de l'économie mondiale récente. Donc, ils expliquent que les conséquences sont environnementales, sont en termes de droits humains, etc. Et donc, ce qui est en discussion va bien au-delà de simples règles du jeu commercial. Et donc, pour eux, l'OMC n'est absolument pas le bon endroit pour traiter de ce type de mesures aussi ambitieuses, parce que précisément, les conséquences vont bien au-delà de la simple question du commerce. Et donc, ils plaident pour que, si des négociations comme ça doivent avoir lieu, elles doivent d'abord faire l'objet de discussions dans des enceintes beaucoup plus représentatives, comme les Nations Unies, par exemple. Et surtout, elles ne devraient pas, selon eux, être abordées sous le simple angle de la libéralisation commerciale. C'est bien que l'OMC, sa mission première, c'est celle-là. Donc, quand bien même elle est capable d'intégrer des exceptions au principe de la liberté commerciale, elle le fait toujours en termes d'exceptions, qu'elle interprète par ailleurs de manière assez restrictive. Donc, c'est problématique sous toute une série de points de passer des accords qui ont des conséquences extra-commerciales au sein de l'OMC. Ils expliquent aussi que le procédé, donc le fait d'avoir recours à des négociations plurilatérales, alors même qu'il n'y a pas accord au sein de l'OMC là-dessus, est au mieux illégitime, au pire franchement illégal. Il faut savoir qu'au sein de l'OMC, y compris pour lancer des négociations plurilatérales, normalement, l'OMC est une organisation qui fonctionne au consensus. Donc, normalement, il faut accord unanime de toutes les parties pour lancer de nouvelles négociations, y compris des négociations plurilatérales. Or, il n'y a pas eu cet accord-là. Et donc, en fait, malgré ce qui est annoncé par les participants à ces négociations-là, en fait, elles ne se passent pas pour l'instant formellement au sein de l'OMC. Donc, il y a un vrai flou juridique qui entoure les négociations parce que, malgré tout, le secrétariat général, la direction de l'OMC endosse ces négociations-là, facilite leur avancée, etc. C'est présenté dans les documents de négociation, etc., comme étant des négociations qui se font sous l'égide de l'OMC. Or, il n'y a pas eu de mandat unanime de la part des membres de l'OMC, et donc formellement, ça n'est pas le cas. Et du coup, si ces négociations venaient à se poursuivre, éventuellement à se conclure, il y a une vraie question sur quel serait leur statut. Et en tout cas, on ne pourrait pas en faire, dans l'état actuel des choses, un accord de l'OMC. Donc, il y a une vraie question de légitimité, mais aussi, en fait, plus largement, de l'égalité sur ces négociations. Et alors, dernier argument, évidemment, qui est probablement le plus important pour la société civile là-dessus, c'est en termes de contenu même des clauses qui sont proposées. Ce qui leur pose problème, c'est que les règles qui sont mises en discussion, outre leur caractère contraignant, et particulièrement ambitieux, c'est surtout que ce sont généralement des règles, donc je vous en ai présenté quelques-unes, qui visent à garantir et à verrouiller les intérêts des grandes entreprises du numérique et des principaux États qui les abritent.
au détriment des intérêts des pays en développement, au détriment du droit au développement d'une certaine industrie numérique dans ces États-là, au détriment aussi des droits des travailleurs, de la protection des consommateurs, mais aussi plus largement de la souveraineté des États, puisqu'il y a toute une série de règles qui contraindraient très, très sérieusement les possibilités de régulation des activités de ces géants du numérique de la part des États. Donc ça, c'est une vraie préoccupation qui est soulevée par ces organisations, mais qui est partagée aussi par toute une série d'États. Alors, il faut bien voir que jusqu'à il y a peu, la perspective que ces négociations aboutissent sur une issue favorable était quand même assez faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc elles sont lancées officiellement en 2019. C'est Trump qui est aux commandes à l'époque aux États-Unis. Or, sous l'administration Trump, alors il y a eu d'autres éléments qui font que ces négociations étaient d'emblée compliquées. Mais parmi ceux-ci, la politique commerciale américaine était quand même une sérieuse épine dans le pied des négociations pour deux principales raisons. On pourrait en citer d'autres, mais les deux principales, c'est d'une part la guerre commerciale qui va très vite être initiée par Donald Trump vis-à-vis de la Chine, et dont précisément l'économie numérique et les technologies numériques sont un des principaux enjeux. Donc on se souvient de l'affaire avec Huawei, de la volonté des États-Unis de bannir Huawei des contrats et d'essayer de faire en sorte que toute une série d'autres États ne fassent pas affaire avec Huawei aussi, avec TikTok plus récemment. Donc, il y a une initiative aussi qui avait été lancée par l'administration Trump qui s'appelait la Clean Network Coalition, qui visait à défendre un Internet purgé d'un maximum d'acteurs chinois, que ce soit en termes d'infrastructures, en termes d'opérateurs, en termes de logiciels, etc. Et donc, ça allait évidemment directement à l'encontre des mesures de libéralisation qui étaient défendues dans le cadre de l'OMC. Et plus largement, ça durcissait en permanence les antagonismes entre les positions américaines et chinoises. Et donc, il paraissait assez peu probable, dans ce contexte-là, que ces deux États parviennent à se mettre d'accord alors que tout les séparait et que l'affrontement était particulièrement exacerbé entre eux. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en parallèle de ça, Donald Trump, dans sa volonté de défendre une politique plus nationaliste, attaquait systématiquement toute une série d'institutions multilatérales, à commencer par l'OMC, qui était accusée de desservir les intérêts américains. Et donc l'OMC, ces dernières années, est vraiment dans un état de blocage absolu. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas nouveau. Depuis 2003, le cycle de Doha est complètement à l'arrêt. Donc, il n'y a plus de négociations d'ampleur qui ont lieu à l'OMC depuis lors. Sous l'administration Obama, déjà, il y avait eu un blocage du renouvellement des juges de la Cour d'appel, de l'organe de règlement des différends. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais donc, il y a des problèmes à l'OMC et les États-Unis soulèvent des problèmes face au fonctionnement de l'OMC depuis longtemps. Mais de nouveau, Trump avait exacerbé cette politique de blocage-là, donc en acceptant de nouveau de bloquer l'organisme de règlement des différends. Il a aussi plus tardivement, dans sa présidence, bloqué l'élection d'une nouvelle directrice générale, en l'occurrence, à la tête de l'organisation. Et donc, la survie même de l'OMC, en fait, paraissait assez mise en cause à l'époque, dans un contexte du Covid, avec multiplication des entorses aux règles de libre circulation commerciale, etc. Donc, voilà, dans ce contexte-là, la question de l'avancée de ces règles-là sur le commerce électronique paraissait un petit peu compromise quand même. Alors, l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis pourrait changer un peu la donne. En tout cas, il y a toute une série de partisans, de défenseurs de ces négociations qui veulent y croire. Il arrive avec une position qui est plus constructive face à l'OMC, qui se veut plus constructive aussi en termes de défense du multilatéralisme. Il affirme que les États-Unis veulent reprendre leur rôle de leader, etc. Donc, être un peu plus conciliant sur toute une série d'enjeux et vis-à-vis de toute une série d'institutions. Il va lever le blocage que les États-Unis continuaient de mettre sur la nomination d'une nouvelle directrice générale. Et donc, finalement, on va pouvoir assister à l'élection formelle de la première femme africaine à la tête de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dont une des priorités va être notamment de mener à bien ces négociations sur le commerce électronique. Donc voilà, il y a toute une série d'éléments qui donnaient de l'espoir à ceux qui espéraient voir ces négociations avancer. Ceci dit, les défis restent considérables, d'une part parce que la position de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine n'a pas grand-chose à envier à celle de l'administration Trump, même si le style est différent. On a bien vu dans les récentes sorties et les récentes rencontres que la volonté est de maintenir l'affrontement, et donc les antagonismes qui étaient déjà bien présents restent toujours bien présents, et on ne sait pas trop comment les deux positions vont pouvoir être réconciliées sur cette question ultra sensible du commerce électronique et de l'économie numérique.
Donc ça, c'est un premier élément. Le premier élément aussi qui change un petit peu la donne, c'est qu'on voit émerger de plus en plus de débats, de pressions médiatiques, politiques, etc., sur le pouvoir excessif dont disposent à l'heure actuelle les géants du numérique. Et donc, y compris aux États-Unis, on voit des procès historiques qui sont lancés contre Google et Facebook. On voit des commissions d'enquête au Congrès qui vont assez loin dans la volonté éventuellement d'arriver même à des démantèlements de ces grands groupes s'ils continuent de poser problème en termes de pratiques antitrust, etc. Union européenne, on a aussi 2 textes en discussion qui visent à mieux réguler les géants du numérique. En Chine, depuis novembre, on a une grosse offensive du pouvoir chinois sur les principales plateformes numériques chinoises pour essayer de réguler aussi et de contraindre un peu le pouvoir exorbitant qu'elles ont acquis. Donc, on est un peu dans ce cadre-là où ces différentes grandes puissances numériques commencent à se dire qu'il faudrait peut-être quand même encadrer un peu mieux les agissements de ces grandes plateformes. Or, ce qui est en négociation et ce qui est en proposition à l'OMC depuis le début va quasiment systématiquement à l'encontre de cet objectif-là. Donc, il y a un contexte politique et médiatique qui n'est peut-être plus aussi favorable. Et par ailleurs, gros élément, c'est que la moitié des membres de l'OMC restent aujourd'hui formellement opposés à ces négociations. Donc, je le disais, à commencer par l'Inde et par l'Afrique du Sud, qui ne sont pas des pays anodins au sein de l'OMC. Donc, il y a la question de l'avenir même juridique de ces négociations, puisque si ces États-là continuent d'opposer leur veto à ce qu'elles rejoignent formellement l'OMC, on ne sait pas trop quelle suite va pouvoir leur être donnée, ou alors il va falloir que ce soit un accord en dehors de l'OMC. Donc, on en est là aujourd'hui. Les discussions se poursuivent à l'heure actuelle malgré tout. Elles se sont aussi poursuivies malgré le Covid, donc elles se sont faites essentiellement à distance cette dernière année. Le Covid qui, par ailleurs, alors, a rendu quelque part un peu ces discussions plus compliquées parce qu'il a fallu les faire à distance, mais en même temps, il a aussi offert un argument supplémentaire aux défenseurs de ces nouvelles règles qui explique que, voilà, on voit bien qu'avec le Covid, il y a eu un coup d'accélérateur considérable à la numérisation qui était déjà engagée de l'économie. On a été encore plus loin, le commerce électronique s'est développé encore plus, les services numériques ont pris encore plus de place. Et donc, les promoteurs de ces négociations expliquent qu'il est vraiment plus que temps d'avoir des règles uniformes à l'échelle internationale pour encadrer ce commerce qui prend de plus en plus de place. Donc, la crise du Covid est vraiment utilisée comme un prétexte pour aller de l'avant. Donc, les négociations se poursuivent. Les négociateurs ont réussi à se mettre d'accord sur un texte consolidé, donc qui réunit les principales propositions formulées jusqu'à présent. Ils se sont mis d'accord là-dessus en décembre dernier. Donc, le contenu du texte a fuité. Et pour l'instant, il confirme très largement les craintes qui avaient été formulées par les opposants, à la fois dans les pays en développement et par les organisations de la société civile. Donc, on reste vraiment dans la même perspective que ce qui avait été dénoncé dès le début. Donc, on est un petit peu là-dedans. La prochaine grosse échéance, ça va être la 12e conférence ministérielle de l'OMC, qui aurait dû avoir lieu en juin 2020 à Astana, au Kazakhstan, qui a été annulée pour cause de Covid et qui vient d'être reportée. Donc, elle a été reportée une première fois. Maintenant, normalement, si tout va bien, elle devrait avoir lieu à Genève plutôt qu'au Kazakhstan, et ça devrait avoir lieu ici à la fin de l'année, donc en novembre 2021. Et un des gros enjeux de cette conférence ministérielle, ça va être la suite à donner à ces négociations-là. Donc, il y a de nouveau une grosse offensive diplomatique pour essayer de convaincre les pays les plus réticents, à commencer par l'Inde, l'Afrique du Sud, beaucoup de pays africains, à essayer de les convaincre d'intégrer, de reconnaître formellement au sein de l'OMC ces négociations-là. Ça va vraiment être un des gros enjeux de cette réunion. Mais si ça n'est pas le cas, il faudra voir quelle suite sera donnée à ces négociations, quelle suite légale, parce qu'il est certain que ceux qui sont parties prenantes de ces négociations veulent vraiment aboutir en tout cas à un résultat. Donc voilà, c'est un peu la perspective dans laquelle on est à l'heure actuelle. Et je vais conclure là-dessus. C'est court, évidemment, à 15 minutes. Si vous avez, voilà, on va passer aux questions, mais si vous avez aussi envie de creuser un peu plus, il y a différents textes qui ont été publiés, notamment par moi-même, qui sont disponibles sur le site du CETRI, www.cetri.be. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour quelques questions maintenant. Je vous remercie, c'était très intéressant. Je vais ouvrir les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas du public. N'hésitez pas à poser dans la boîte questions et réponses. Ma question, c'est assez, c'est la sceptique en moi, sur tout ce qui a rapport avec les négociations internationales. Avez-vous espoir que les prochaines négociations vont aboutir à quelque chose? Alors, moi, Et personnellement, oui, allez-y. Et deuxième chose, est-ce que vous pensez que l'OMC et le forum
optimale pour des négociations quand on connaît les blocages qu'il y a en ce moment? Ouais. Donc, je suis content. Ça veut dire que ma position n'a pas trop transparu de mon exposé. Personnellement, Mmh. là, je vous parle en mon nom, mais aussi au nom du CETRI, qui est en fait une des organisations qui a signé cette fameuse lettre ouverte. Donc, notre position à nous et à moi en tant qu'individu, c'est d'être opposé à ces négociations-là. Donc, je pense que l'OMC n'est effectivement absolument pas la bonne enceinte pour négocier ces nouvelles règles sur l'économie numérique, pour les différentes raisons que j'ai évoquées, parce que ça va clairement au-delà de questions commerciales, parce que je pense que l'OMC a un problème à intégrer justement des éléments qui vont au-delà du commerce. Quand elle les intègre, c'est sous forme d'exceptions extrêmement restrictives, etc. Or, à la lumière des défis que pose à l'heure actuelle le développement des technologies numériques, on ne parle plus uniquement de l'économie, mais forcément, dès qu'on développe des services numériques, il y a une dimension économique qui rentre dedans. Mais les défis que pose le numérique, que ce soit en termes environnementaux, que ce soit en termes de surveillance, que ce soit en termes de concentration de pouvoir, de monopole, protection de la vie privée, de contrôle sur les données des travailleurs, etc., quand on voit l'ampleur de ces défis-là, on se rend bien compte qu'il n'est pas possible d'édicter des règles pour le fonctionnement de cette économie-là uniquement dans une perspective de libéralisation commerciale. Pour moi, ça paraît évident. C'est un premier élément. Le deuxième élément qui me pousse à être particulièrement critique de ces négociations-là dans le cadre de l'OMC, c'est qu'à l'heure actuelle, elles sont menées tambour battant par les pays les plus industrialisés et les plus avancés en matière de développement numérique. Il faut savoir que sur les 43 pays en développement qui participent aux négociations, il y en a 30 qui n'ont pas soumis une seule proposition dans ce qui est à l'heure actuelle en négociation. Donc, ils sont à la table, mais en fait, ils ne participent pas. Donc, le gros des propositions sont mises en avant par les pays les plus industrialisés, qui ont déjà une certaine industrie numérique, qui ont déjà atteint un certain niveau de développement numérique, donc qui ont tout intérêt à verrouiller cet avantage en empêchant les autres de bénéficier des latitudes réglementaires et des outils dont eux-mêmes ont largement profité jusqu'à maintenant pour développer leur propre industrie. Donc ça, c'est un très, très gros problème parce qu'on sait que la fracture numérique est déjà considérable, que les inégalités internationales sont déjà considérables, que le développement du numérique les creuse et les aggrave et les accélère sous bien des aspects. Et donc, si ces règles-là sont menées à bien telles qu'elles sont discutées à l'heure actuelle, et dans le cadre de l'OMC, c'est très difficile de voir comment elles pourraient l'être autrement, ça va simplement aggraver toute cette série de problèmes-là. Donc j'ai précisément espoir que ça n'aboutisse pas. Et je pense qu'effectivement, l'OMC n'est absolument pas la bonne enceinte pour discuter de ces règles-là. Et je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de règles contraignantes à l'heure actuelle, sachant qu'il y a toute une série d'enjeux qui sont encore extrêmement récents. Et donc, on ne sait même pas encore très bien sur quoi on légifère. Il y a toute une série de secteurs aussi sur lesquels les avancées vont tellement vite qu'on pourrait se contraindre à l'heure actuelle avec des règles qui auraient des conséquences qu'on n'avait pas anticipées. Donc, je pense qu'il y a, ça rejoint aussi un peu l'idée de continuer le travail d'exploration, de discussion, etc. Et je ne sais pas s'il est l'heure, en tout cas, d'adopter des règles commerciales contraignantes sur ces questions-là. Je suis assez d'accord avec vous. J'avais justement la question suivante, c'était, cette opposition nord-sud un peu, dans les négociations internationales et qui doivent être encore plus flagrantes, sur les accords commerciaux. Je ne sais pas si le public a des questions, mais sinon j'en ai une autre. Heu, c'est par rapport en fait effectivement, on a compris que vous êtes pas en faveur de ces négociations. Mais est-ce qu'à votre avis, il y a un travail à faire, heu, dans un premier temps, avant de commencer à penser à réglementer, quelque cadre que ce soit? Et si oui, quel type de travail et qui devrait mener ce genre de travail d'exploration que vous l'avez mentionné? Oui. Mais je pense qu'il a déjà en partie lieu. En fait, il y a toute une série d'acteurs qui le font. Il y a des collectifs qui militent sur ce qu'ils appellent les droits numériques, hein, des activistes du numérique qui essayent d'informer, d'alerter sur toute une série de tendances qui sont doubles, hein. Il y a à la fois les problèmes de surveillance étatique que rendent possible le développement des technologies numériques, et il y a à la fois le problème de surveillance privée, hein, donc tout ce qui est monopole privé, avec évidemment des croisements entre les deux, puisqu'on sait bien que les grandes plateformes privées collaborent allègrement avec toute une série de gouvernements. Mais il n'empêche qu'en particulier la crise du Covid, par exemple, a aussi remis à l'avant-plan dans nos États le problème que la centralisation des technologies numériques aux mains des États pouvait faire peser sur les libertés individuelles. Donc je pense qu'il y a des acteurs de ce point de vue-là qui essayent d'alerter, de plus en plus de syndicalistes, et je pense notamment ici aux travailleurs de plateforme, hein, les livreurs
les coursiers à vélo, etc., se rendent compte aussi de la nécessité de réguler cette nouvelle économie, alors qu'ils nous ont présenté comme quelque chose de nouveau, donc il faudrait de nouvelles règles pour l'encadrer. Il y a une discussion aussi là-dessus. Est-ce qu'il faut absolument s'adapter aux pratiques de nouveaux acteurs qui viennent nous expliquer que parce que c'est nouveau, il faut créer de nouvelles règles, ou est-ce qu'il faut leur dire, non, mais c'est à vous de vous adapter aux règles qui sont déjà en place et qui visent à protéger les droits des travailleurs, qui visent à protéger la participation au débat démocratique, etc. Donc, je pense qu'il y a des acteurs traditionnels qui essayent de mettre en avant le fait qu'il faut respecter des règles qui sont présentées comme des règles archaïques, mais qui en fait sont des règles qui protègent des intérêts fondamentaux. Il y a des États du Sud qui réfléchissent très fort, et l'Inde est vraiment à la pointe là-dessus, sur les implications en termes de droit au développement que posent ces nouvelles règles du numérique et ce nouveau fonctionnement du numérique. Il y a certaines instances internationales, je pense à la CNUSED en particulier, la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, au sein des Nations Unies, qui travaille beaucoup à essayer de documenter les risques que fait peser cette nouvelle économie numérique pour les stratégies de développement des pays du Sud. Donc, ce travail-là est réalisé par toute une série d'acteurs. Je pense que l'important, c'est surtout de le rendre public et de sensibiliser beaucoup plus largement que ces cercles-là, qui restent quand même des cercles assez largement d'initiés, qui parfois ne communiquent pas spécialement tous ensemble en plus. Et donc ça, par contre, c'est quelque chose qui, moi, m'abasourdit, c'est de voir à la fois l'importance que revêtent ces négociations-là et l'absence totale de débat public qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici en Europe, ces négociations-là sont absolument pas débattues. Vous pouvez chercher avant de trouver un article de journal, a fortiori un article de journal quotidien, un peu grande presse, etc., qui ne fût-ce que mentionne l'existence de ces négociations, qui pourraient potentiellement avoir des conséquences considérables, puisque les technologies numériques sont omniprésentes dans notre quotidien. Et donc, y compris des coursiers à vélo, parce qu'on a travaillé beaucoup ici en Belgique, dans le centre de recherche pour lequel je travaille, avec ces coursiers pour essayer de réfléchir avec eux aux stratégies adoptées, etc. Eux-mêmes n'étaient pas conscients de ces négociations-là. Or, si ces négociations vont à leur terme, vous avez par exemple la protection des codes sources dont je parlais, et donc il sera impossible pour un coursier Deliveroo de remettre en question le management algorithmique qui contraint son fonctionnement, donc qui détermine son taux horaire, qui détermine comment ses routes lui sont attribuées, etc. Parce que cet algorithme et le code source sur lequel il est basé seront protégés par cet accord international. Ça peut aussi être impossible d'avoir une interpellation vis-à-vis de cette entreprise-là, parce que selon les clauses qui sont défendues, elle ne sera pas tenue d'avoir une présence commerciale dans tous les pays où elle exerce. Et donc, si vous n'avez pas de présence commerciale, vous n'avez pas d'interlocuteur que vous pouvez traîner devant un tribunal, etc. Donc, ça a vraiment des enjeux immédiatement concrets dans notre vie quotidienne. Or, ce n'est absolument pas débattu. Donc là, pour moi, le gros du travail, il est là-dessus. C'est un travail de sensibilisation, mais le travail de décortiquage des enjeux, etc., je pense qu'il est quand même déjà largement fait, mais pas assez publicisé et diffusé. Mais est-ce que ce travail de sensibilisation, parce que je me suis fait la même réflexion récemment en fait, c'est aussi un peu ça mon avis, c'est le débat sur les enjeux, sur les nouvelles technologies, il est là, depuis je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on devait faire, mais que la sensibilisation, de l'opinion publique est quand même très, très, encore très, très mince, je trouve. Et est-ce que c'est dans un travail d'éducation ou vraiment un travail de militantisme, heu concret sur le terrain et comment on pourrait, voir, ce genre de travail de sensibilisation se mettre en œuvre, en fait? Moi, j'ai envie de dire c'est un peu des deux. Il se trouve qu'on le centre de recherche, les deux centres de recherche pour lesquels je travaille, ils font partie d'un secteur qui s'appelle en Belgique l'éducation permanente ou éducation populaire, c'est l'appellation francophone, enfin en France plutôt. Nous, ici, on parle d'éducation permanente, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire de faire un peu le pont entre le monde militant et le monde académique, et en tout cas de vulgariser, de faire connaître des débats plutôt pointus, plutôt techniques, et de la production de savoir de type scientifique académique, de le faire connaître plus largement dans la sphère du débat public, y compris dans la sphère militante, mais pas uniquement. C'est aussi de démocratiser toutes ces séries de débats. Donc, moi, je pense que ça, c'est une avenue qui est fondamentale. Après, il y en a qui visent des démarches plus militantes, et je pense que c'est fondamental aussi. Mais de fait, ne fût-ce enfin, c'est toujours pareil, il y a un travail de prise de conscience déjà qui doit être effectué à une époque où les technologies numériques continuent d'être présentées massivement, alors de moins en moins, je le disais, on est quand même dans un contexte où de plus en plus de questions se posent sur le pouvoir excessif que ces grosses entreprises-là exercent.
Mais il n'empêche qu'on reste quand même dans une logique où globalement, c'est favorable. Globalement, c'est très bien, ça rend la vie plus facile, c'est très chouette. Donc, il faut favoriser, en tout cas, le développement de ces services-là, permettre à un maximum de personnes d'y avoir accès. Ce qui n'est pas faux, mais tout reste à voir sous quelle modalité, effectivement, jusqu'où on va aussi, parce qu'il y a quand même un coût environnemental qui n'est pas négligeable au développement de ces technologies-là. Donc, pour moi, il y a, oui, ne fût-ce qu'un gros travail de mise en, enfin, ne fût-ce que d'accepter d'ouvrir un débat, qui souvent n'a même pas en fait lieu. Là, il y a quand même beaucoup de boulot. Alors, j'ai une question de Sylvain Longuet. En ce qui concerne la libre circulation des données personnelles, on retrouve souvent les mêmes clauses dans les accords de commerce, notamment ceux d'ancienne génération qui sont calqués sur les textes du GATT. Mais on voit aujourd'hui des accords de nouvelle génération apparaître, et notamment au travers de brouillons d'accords de commerce entre l'Union européenne et d'autres pays. Ces derniers semblent prendre davantage en compte le respect des droits humains. Réelle volonté d'améliorer les choses au niveau de la protection ou simple moyen pour arriver à une fin de libre circulation des données personnelles? Alors, je vais essayer de répondre sur base de ce que je sais, mais je disais à Karima d'entrée de jeu, je ne suis pas juriste, donc j'atteins vite des limites sur les questions un peu plus techniques du point de vue juridique. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne essaye de se positionner dans ce grand univers de l'économie numérique comme étant la championne de la protection des données personnelles. Donc, ils essayent un peu d'incarner le pôle alternatif entre la vision très libérale, voire libertarienne américaine, avec une protection minimale des données, y compris des données personnelles, et le modèle chinois de contrôle étatique maximal voilà, sur ces mêmes données. Donc l'Union européenne essaie de se positionner un peu comme alternative à ces deux grands pôles-là, avec un système qui est à l'heure actuelle le système qui va le plus loin en matière de protection des données personnelles. Donc c'est le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, dont l'Union européenne s'est dotée et qu'elle essaye maintenant de généraliser à l'échelle internationale, c'est-à-dire que, alors directement ou indirectement, mais de plus en plus, pour pouvoir faire affaire avec l'Union européenne, notamment dans le domaine du commerce numérique, il faut prouver qu'on a un niveau de protection des données équivalent à ce que l'Union européenne a adopté. Et donc, par défaut, finalement, elle commence à faire de ce règlement-là le nouveau standard à l'échelle internationale, vu l'importance du marché européen et de plus en plus d'États qui soit adoptent des modèles de législation qui sont directement calqués là-dessus, soit sont fortement incités à avoir un truc qui soit plus ou moins similaire. Donc, ça s'inscrit un peu là-dedans. Je ne sais pas s'il y a une réelle volonté de défendre les droits humains. Sans doute que certains en Europe sont soucieux de ça. Je pense que c'est surtout une volonté de généraliser ce modèle-là pour faire de cette norme qui a été adoptée par les Européens la norme de référence au niveau international. Alors, il se trouve que ça a des avantages en matière de défense des droits humains, cette protection des données personnelles. Elle a aussi ses limites, puisqu'elle envisage les données uniquement sous l'angle de la vie privée, ce qui est un angle extrêmement important, mais il y a aussi tout l'aspect économique, c'est-à-dire les données comme ressources économiques fondamentales sont exclues de ce type de protection-là. Et donc, utiliser, par exemple, défendre la possibilité pour les États de contraindre la libre circulation des données pour pouvoir œuvrer à leur propre développement d'une certaine industrie numérique, ça, c'est totalement exclu de ce que l'Union propose. Et par ailleurs, cette différence entre données personnelles et données non personnelles, elle pose aussi problème. Ce que l'Union européenne défend, c'est les données identifiables, où on peut identifier les individus auxquels elles sont accolées. Mais de plus en plus, on voit, et des études ont prouvé que même les données soi-disant anonymisées peuvent être réidentifiées par rétroaction, en fait. Donc, il est toujours possible de réassigner une identité à des données, même qui soi-disant avaient été anonymisées. Donc, en fait, il faudrait donner le même statut et les mêmes protections à tous les différents types de données. Voilà, je ne sais pas si ça répond clairement à la question, mais donc je pense que le véritable enjeu en ce qui concerne l'Union européenne, il se situe plutôt là, c'est d'essayer de défendre et de généraliser son propre modèle de protection des données personnelles et de défense de la vie privée. C'est un grand C'est une question enjeu. qui est très litigieuse, pardon, je termine juste là-dessus, parce que c'est une question qui est très litigieuse vis-à-vis des États-Unis. Je ne pense pas que ça ira jusqu'à servir de prétexte pour un blocage entre les États-Unis et l'Europe là-dessus. Mais il y a eu quand même récemment une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé pour la deuxième fois un accord de transfert justement international de données entre l'Europe et les États-Unis. Les deux fois parce que les États-Unis n'offrent pas de garantie suffisante à la lumière du RGPD pour qu'on accepte que les données personnelles des Européens soient transférées aux États-Unis. Et donc, à l'heure actuelle, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le deuxième accord qui avait été conclu entre la Commission européenne et les États-Unis pour permettre justement ce transfert-là. Donc, en fait, pour l'instant, on est dans un flou juridique complet. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est que normalement, à formellement parler, pour l'instant, Google, Amazon, Netflix, etc.,
sont dans l'illégalité s'ils exercent en Europe, parce qu'il n'y a pas d'accord qui leur permet de rapatrier, ils le font tout le temps, de rapatrier les données personnelles des Européens aux États-Unis, puisque les États-Unis n'offrent pas de garantie suffisante de ce point de vue-là. Donc ça, c'est quand même un des gros enjeux aussi. Alors, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation. C'est quand même un des gros nœuds aussi dans ces négociations-là au sein de l'OMC. Mais bon, plusieurs sources tendent à indiquer qu'ils vont réussir à trouver une solution qui permet à l'Europe de garder la face et de trouver un arrangement. Et en tout cas, ils ne feront pas de ce point-là un blocage définitif parce que les deux parties cherchent à obtenir une conclusion de ces négociations-là. Ça va être problématique parce que cette vision, un peu cette opposition de la vision américaine versus la version européenne, elle est présente déjà depuis très longtemps sur beaucoup, beaucoup d'aspects sur la vie privée. Genre. Même que les concepts américains ne se traduisent pas tant en français. Donc, il y a des mots qu'on n'utilise même pas en français parce que ça ne matche pas très, très bien. Donc, c'est à ce moment-là aussi, je pense que parfois les négociations internationales sont un peu cacophoniques puisqu'on ne s'entend pas nécessairement déjà sur la base. Et j'imagine que sur les données personnelles, ça doit être vraiment plus important puisque la compréhension sur ce sujet-là est différente du côté de la planète où on se situe. En fait. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc là, il y a tout un jeu de langage diplomatique extrêmement subtil où quand on voit les propositions, ça se traduit à tel verbe plutôt que tel autre verbe, etc. Donc, en fait, quand on lit la phrase pour un non-initié, on a l'impression que les deux proposent exactement la même chose. Mais selon le temps utilisé, le verbe utilisé, la formulation, voilà, l'Europe essaye de mettre en avant quelque chose qui lui permettra ne fût-ce que de garder la face. Il y a après toute une question de comment ce sera interprété éventuellement par les tribunaux en cas de litige. Mais c'est plutôt vers ce genre de solution-là qui s'oriente. Et donc, finalement, le véritable vainqueur du truc ne sera connu qu'après, quand on aura les premières interprétations au moment des litiges, etc. Mais de fait, c'est un véritable enjeu qui est, voilà, qui est assez passionnant à observer, même si de prime abord, disons, enfin, pourquoi... J'ai une question de Monsieur Bérubé. Parmi les choix de régulation possibles entre les États membres des Nations unies, y aurait-il de la place pour la création d'une nouvelle organisation de régulation internationale des données qui aurait le mandat de régir sur tous les plans le domaine du numérique international? Elle est, par exemple, la World Digital Organization, Organisation mondiale du numérique. Donc, est-ce qu'on devrait aller vers une nouvelle structure internationale pour gérer les données? Ça dépasse, ma foi, pourquoi pas. Alors, si la question c'est est-ce que c'est envisageable, oui, ma foi, tout est envisageable. Dans l'état actuel des choses, non. Parce qu'il privilégie plutôt ce genre d'accord-là. Donc, il y a déjà des instances au niveau des Nations Unies où la question du numérique est abordée depuis très longtemps. Il y a un cycle qui a été initié avec les sommets mondiaux sur la société de l'information, il y a un agenda de Tunis, etc., qui est censé cadrer. Il y a un forum de gouvernance d'Internet. Donc, il y a des organismes et des instances onusiennes qui existent pour essayer de discuter du numérique. Le problème, c'est qu'ils sont systématiquement contournés par les mêmes États qui viennent maintenant essayer d'imposer des règles contraignantes au sein de l'OMC, mais ce sont les mêmes qui généralement ne veulent pas entendre parler de règles contraignantes dans le cadre des Nations Unies. Donc ça, c'est un véritable problème. L'autre gros problème pour l'instant au sein des Nations Unies, c'est que les processus qui existent sont basés sur le principe du multi-stakeholderisme, hein, donc des parties prenantes, quoi. Alors avec l'idée qu'il faut associer les États, les entreprises, la société civile, et que tous ceux qui ont un intérêt, donc toutes les parties prenantes à la régulation d'Internet, doivent pouvoir discuter sur un pied d'égalité. Ça, c'est une fiction. Alors, on peut discuter. Mon point de vue, c'est que c'est une fable totale, puisque évidemment, une entreprise comme Amazon ou comme Google ne peut en aucun cas être considérée comme ayant le même pouvoir de négociation qu'une petite organisation de la société civile. Je ne pense même pas qu'elle devrait se voir confier la même légitimité, mais ne fût-ce qu'en termes de pouvoir, etc., on est sur tout à fait autre chose. On est sur des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse de très loin le PIB de l'immense majorité des pays de la planète. Donc, s'imaginer que tous ces acteurs-là peuvent s'accorder sur un pied d'égalité au sein de ces instances, c'est une pure fiction. Or, on est là-dedans. C'est-à-dire que la régulation de l'Internet dans le cadre des instances onusiennes se fait sur ce principe-là. Les pays qui défendent une vision inverse, c'est-à-dire qui défendent une régulation intergouvernementale, malheureusement, ce sont des pays autoritaires qui défendent donc ce principe-là, souvent pour les mauvaises raisons. Hein, donc, c'est emmené par la Chine, par la Russie, etc., qui sont vent debout contre le principe des parties prenantes et qui essayent de défendre une régulation intergouvernementale d'Internet avec une souveraineté d'Internet, etc. Mais donc, il y a une bataille au sein de l'ONU pour ça. Et pour l'instant, elle est plutôt gagnée par les tenants d'une vision
parties prenantes, mais donc d'un Internet qui est très largement privatisé. Et alors, vous parlez de la possibilité de créer un nouvel organe, ça pourrait être intéressant, mais à l'heure actuelle, il y a précisément une proposition qui vient d'être faite par le secrétaire général de l'ONU de créer une espèce de haut conseil sur le numérique, etc., qui se fait en court-circuitant ce qui existait en parallèle et qui donne la possibilité à des instances privées de financer son fonctionnement, etc. Donc, on est de nouveau dans quelque chose d'extrêmement problématique et donc l'enjeu à l'heure actuelle, il est plutôt d'éviter de créer de nouvelles instances qui seraient problématiques que de travailler à en créer dès qu'ils seraient bonnes et qui seraient souhaitables. Donc, on est plutôt dans un agenda défensif de ce point de vue-là au niveau international et au niveau de l'ONU, malheureusement. Écoutez, ce fut très intéressant. Je vous rejoins sur beaucoup de sujets, donc je suis pas et du coup, bah, je vais vous remercier. Je sais que vous avez donné votre contact, mais c'était très intéressant et on va vous suivre et je pense que, je peux vous laisser aller maintenant Merci et je beaucoup, vous en tout dis cas, pour l'invitation, les questions.